Bonjour, madame, messieurs. Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Nous sommes le lundi 18 juin. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour, Jean-Étienne. Bonjour, Jean-Emma. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à l'émission. Voilà, nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, on va parler, il y a eu beaucoup d'activités cette fin de semaine, mais surtout, on va faire plein feu sur les demandeurs d'asile. Plus d'une centaine qui ont été convoqués samedi dernier à l'Agence des services frontaliers. On va vous faire un compte-rendu de ça. Et il y a l'arrondissement de Montréal-Nord qui a mené une enquête justement sur les demandeurs d'asile. Combien ils sont dans l'arrondissement véritablement? On va vous dire ça. Et en Haïti? Oui, on ira en Haïti et puis on glissera quelques mots sur d'autres activités comme la projection de TPS de Valérie Numa qui a eu lieu cette fin de semaine aussi. Et en Haïti, on parlera du Conseil supérieur des salaires qui a publié son 5e rapport et qui appelle les ouvriers, les syndicats à se calmer un petit peu le pompon parce qu'il y aurait de bonnes nouvelles. Les ouvriers qui réclament 1000 gourdes, est-ce qu'ils vont finalement l'avoir ou avoir 900, on verra. Et on parlera aussi de spoliation, Jean-Étienne. Ouais, ça c'est à Kinskoff. Ouais. C'est une réserve écologique qui est envahie par des intrus, pratiquement, pour construire des maisonnettes, des cabanes là-dessus. Donc, ils sont en train de maganer un petit peu cette réserve-là, intervention de l'État. On vous parlera de tout ça et de bien d'autres informations. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Encore une fois, bonjour madame, messieurs, bienvenue à ce magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook et sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord pour vous apporter cette émission. Alors, comme on l'avait dit... Tu l'avais annoncé, Jean-Emma Goudou, une centaine de personnes ont été convoquées samedi dernier. Ben, c'était quoi l'objectif? T'es gentil avec les chiffres. Ils sont plus d'une centaine. En plus d'une centaine, en fait. Oui. Quand des rencontres comme ça se font avec les demandeurs d'asile, à quoi doit-on s'attendre réellement?
À 99%, ces demandeurs d'asile doivent s'attendre à recevoir un avis de renvoi. On aura les commentaires de François-Jean Denis un peu plus tard qui pourraient confirmer tout ça. Mais quand vous arrivez à cette étape du processus, de votre processus de demande d'asile ici, à 99% de chance, on va vous demander de partir. Comme ça, oui. Oui, je te laisse finir. Oui, plus d'une centaine ont été convoqués à l'Agence des services frontaliers du Canada. Et le problème dans ça, c'est qu'il y a eu plein d'erreurs administratives. Erreurs administratives dans le sens qu'il y a... Parce que le processus veut que, d'abord et avant tout, que vous soyez entendu au tribunal par des commissaires à l'immigration qui vont entendre votre histoire et décider est-ce qu'on vous accorde le statut de réfugié ou pas. Or, parmi ces gens-là qui ont été convoqués, il y en avait qui n'ont pas passé par là. C'est ça, c'est très, très grave. Mais toi, tu as été sur place, Jean-Numa. Ouais. Quel a été le décor? Comment ça s'est passé globalement? Je suis content que tu poses la question parce que ce que j'ai observé et qui a attiré mon attention, les gens ont mis leurs plus beaux costumes. Il y en a qui étaient vraiment super bien faits. Ah oui, super bien habillés pour aller se présenter là, comme s'ils allaient se marier. Ouais. Ça, j'ai observé ça. Et il y a le fait que aussi, j'ai rencontré un certain nombre qui m'ont dit, grâce à Dieu, je suis pas stressé. Je crois en Dieu, je crois que ça va bien se passer. Malgré qu'à 99% de chance, dans 99% du temps, ils reçoivent un avis de déportation. Il y en a même qui ont été arrêtés et mis en prison samedi dernier. Pourquoi? Il y a quelqu'un dans le reportage que vous allez écouter qui va vous expliquer ça. Depuis 8 heures du matin, samedi 16 juin, les Haïtiens défilent au 10-10 Saint-Antoine-Ouest à Montréal, le bureau de l'Agence des services frontaliers pour des examens de risque avant renvoi. Et rare. Donc j'ai 3 clients qui n'ont même pas encore passé devant la commission. Et puis là, ils étaient convoqués. Donc, fait qu'ils étaient paniqués. Ils étaient convoqués? Convoqués, oui, ce matin. Alors que la procédure n'est même pas terminée. Donc, j'en ai un qui n'est même pas passé encore la première étape. J'en ai 2 qui sont en appel. Au contraire, j'ai déposé moi personnellement en mémoire le 15 juin 2018 donc pour un client. Et il est convoqué ce matin pour un éventuel départ. Jean-Marie Hercule est consultant en immigration. Selon ses estimations et celles de plusieurs autres spécialistes en la matière que Intexto a consultés, il serait plus d'une centaine à avoir été convoqués ce samedi-là. Ces demandeurs d'asile vivaient aux États-Unis ou sont passés par là après avoir traversé 12 pays pour atteindre le Canada en 2017. Et un agent m'a dit ce matin, quand vous rentrez par Oxfam, c'est comme ça qu'on vous fait retourner, vous rentrez illégalement, on va vous mettre dehors en masse aussi. Ah oui, j'ai noté, c'est ça l'effet Oxfam. On est très expéditif, mot à mot. On est expéditif. Ok, vous tenez un petit billet. Est-ce qu'on y a comme vous stressé là, je ne veux dire ou quoi? Moi j'ai acquis stressé là. Depuis que mon Dieu vivant, on en a vu, je ballon stressé avec mon. Si certains ont eu la chance de sortir du 10-10 Saint-Antoine librement, d'autres n'ont pas eu cette chance. Marilyn Kernizan, une autre consultante en immigration, est sortie de là sans son client, qu'elle accompagnait pourtant à cette ultime audience. On lui a demandé s'il voulait partir de son plein gré, oui ou non. Il a commencé à pleurer. Et ça, c'est un manque de collaboration? C'est un manque de collaboration parce que l'agence des services frontaliers va voir que c'est un manque de collaboration. Et puis là, maintenant, il est détenu. Il ne peut plus sortir. Oui, on l'a détenu parce que il paraissait comme quelqu'un qui aurait des chances de fuir. Mais fuir pour aller où? Il allait quand même être perdu dans l'espace. On n'allait pas le retrouver. Tout côté que tu as citoyenneté, il faut dans 10-25 Saint-Jacques. Ok. Parce que besoin de pile monde, il a ouvert tout ton étage pour ça se faire aller. Il a ouvert prison là tout derrière. Il y a un service de détention. Mais oui. Il y a un casam là, il y a des gens qui viennent avec tennis, il y a qui viennent à gobot, il y a qui viennent à zam. Tout dépend des degrés niveau côté mon arrivé. Depuis la menace de Donald Trump de ne pas renouveler le TPS, statut de protection temporaire aux États-Unis, des milliers d'Haïtiens ont pris leurs jambes à leur cou pour se réfugier au Canada depuis 2017. Cette année-là, la GRC a intercepté 20 593 entrées illégales au Canada, dont une majorité d'Haïtiens.
Alors, vous l'avez écouté sur le reportage de Jean-Numa Goudou par rapport à cette situation, mais on va rester dans la même veine, Jean-Numa. Ouais. On sait qu'à Montréal-Nord, par exemple, on a recensé près de 3000 demandeurs d'asile depuis juillet à mars 2018. Alors, c'est quoi la réalité pour le moment? Ça se passe comment? Ben, ça crée énormément de pression sur les services au niveau de l'arrondissement, dans le quartier de manière générale. Et les gens, la ville l'a senti depuis l'arrivée de ces gens-là. La table de quartier, tous les organismes qui, d'une façon ou d'une autre, viennent en aide à ces gens d'immigration, parce que c'est pas de l'immigration régulière et c'est arrivé d'un coup comme ça. Ce qui arrive, c'est que nous sommes intéressés à voir comment est-ce que l'arrondissement de Montréal-Nord est en train de devenir un pionnier en matière d'intégration de ce type d'immigration. Ouais. Vous vous souvenez, en 2010, après le tremblement de terre, il y a eu énormément d'Haïtiens qui sont arrivés comme ça ici, et il y a une bonne partie de ces Haïtiens qui se sont établis à Montréal-Nord. Il y avait je voulais que l'arrondissement fasse le parallèle pour nous entre 2010, après le tremblement de terre, et de juillet 2017 à mars dernier. C'est quoi la différence? Combien ils sont? Et l'arrondissement a mené une enquête justement pour établir un portrait de ces demandeurs d'asile. Ils ont recensé plus de 3000 personnes qui ont une adresse dans l'arrondissement de Montréal-Nord et qui bénéficient des services de Montréal-Nord. Mais en 5 ans, combien de gens sont arrivés d'un coup? On parle de près de 12 000 personnes que l'arrondissement a accueillies. Seulement pour l'arrondissement de Montréal-Nord? Oui, en 5 ans. Que ce soit des demandeurs d'asile, 3 000 parmi eux, 3 000 en moins d'un an. Mais il n'y a pas seulement que les demandeurs d'asile, il y a l'immigration régulière, il y a des gens qui arrivent dans le cadre du programme de travailleurs qualifiés et tout ça. Et selon l'enquête de l'arrondissement, c'est près de 12 000 personnes qui sont arrivées. C'est pas seulement des Haïtiens, Absolument. D'autres gens aussi qu'il faut intégrer. Et on a rencontré à la fois la mairesse, on a rencontré un Haïtien qui travaille à l'arrondissement, qui s'appelle Claudel Toussaint, et qui a vécu les deux périodes, 2010 et juillet 2017 également. Et ils nous ont fait un parallèle entre les deux. On a discuté aussi avec la table de quartier de Montréal-Nord. On va écouter ce que ça donne. Oui, j'étais parmi les pilotes de la mise en place du centre d'aide multiservice de l'arrondissement, oui. L'Haïtien Claudel Toussaint dirige la division de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement de Montréal-Nord. Et depuis 2017, le quartier fait face à une nouvelle escouade de demandeurs d'asile très différents de la première flotte. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont fait de la prison en traversant les frontières, des femmes qui ont vécu des viols, des enfants qui ont vécu la faim. C'est pas tout à fait le cas. Dans 2010, ça a été une opération sur quelques mois, départ, arrivée. Mais là, ça s'étale et avec des traumatismes. C'est pour ça que dans cette expérience-là, les services sociaux sont très fortement sollicités par l'arrondissement et on voit comment dans l'urgence, les gens peuvent être solidaires à la fois des institutions, mais aussi au plan communautaire. C'est un peu comme tout dans la vie, c'est-à-dire quand ça arrive, on réagit, on répond, on se pose pas nécessairement la question avec pourquoi on le fait, pourquoi, etc. Ça vient beaucoup avec nos valeurs, les valeurs qui transcendent dans la communauté où on se dit, ils sont là, il faut répondre à leurs besoins, il faut les aider. On ne peut pas accepter que les gens soient laissés pour compte non plus. Le fait qu'on soit pionnier là-dedans, je vous dirais que c'est venu un peu par la force des choses parce qu'effectivement, comme terre d'accueil, on en reçoit beaucoup d'immigrants ici et justement, on développe des réflexes que probablement dans d'autres arrondissements, ils développent moins. Christine Black est mairesse de Montréal-Nord. Son administration a reçu en 9 mois plus de 3000 demandeurs d'asile sur son territoire, selon un portrait établi entre juillet 2017 et mars dernier. C'est sûr que là, on parle spécifiquement dans ce document-là des demandeurs d'asile, mais il faut aussi prendre en compte comme l'immigration, disons, moins régulière, là, qui n'est pas en mode d'urgence, là, qui est là en plus, qui s'ajoute à toute cette vague. Donc. Parce que de 2011 à 2016, il y a eu 7620 personnes immigrantes qui sont arrivées à Montréal-Nord. Toutes
catégories confondues. Plus les demandeurs d'asile depuis l'été 2017, qui sont au nombre de 3000, et ça exclut les immigrants des autres catégories, que ce soit ceux qui viennent dans le cadre de la réunification familiale, des entrepreneurs, des étudiants avec des visas d'étudiants, ça exclut facilement. Face à cette pression soudaine sur les services de la ville, l'arrondissement brûle les principes afin de sauver la colonie. Les bibliothèques rabaissent leurs critères, par exemple, en ne demandant qu'une preuve d'adresse pour devenir membre. Avec plus de 400 enfants d'un coup, l'équivalent de 4 années d'accueil de la commission scolaire de la Pointe de l'Île, il a fallu appeler les voisins à l'aide. Il y a des enfants qui habitent à Montréal aujourd'hui qui vont à l'école à Rivière-des-Prairies parce qu'il n'y a plus de place dans les écoles. Donc oui, absolument. Dans les classes d'accueil et dans les classes régulières, on en a à peu près 85% qui sont dans des classes d'accueil. Sauf que il y a des territoires, effectivement. Parce que quand l'enfant doit aller dans un autre territoire, bon, ça prend le transport scolaire, etc. Toute une adaptation. Il y avait une certaine pression. Donc, on a vu du monde rentrer. On a vu nos journées de travail modifiées totalement par le nombre de personnes qui sont venues ici pour demander de l'aide. Oui, c'est très sérieux. Steve Boussiki est directeur de la table de quartier de Montréal-Nord. Pour lui, l'arrivée en masse de demandeurs d'asile dans le quartier risque d'ajouter une nouvelle couche de pauvreté sur cette population déjà défavorisée. M. Boussiki dit attirer l'attention des partenaires publics aussi bien que privés sur ce fait. Et pour éviter la pauvreté à ces nouveaux arrivants, il plaide en faveur de la mise en place d'un nouvel organisme traitant essentiellement d'immigration. La volonté aujourd'hui pressante d'avoir cet organisme-là, c'est pour s'assurer que l'intégration ne se rate pas au point où on a une couche supplémentaire de pauvreté qui s'ajoute sur celle que nous, on travaille déjà fort à sortir de cette condition sociale-là. Donc, Absolument. Donc, Entre parents joue un rôle de porte d'entrée en ce moment et ça s'était décidé dans l'urgence. Donc, le milieu est vraiment en train de réfléchir finalement à notre organisation de services, si je peux dire ça comme ça, à Montréal-Nord au niveau des personnes immigrantes, donc issues de l'immigration. Plus de 8200 demandes de services ont été traitées par les organismes communautaires et les institutions de Montréal-Nord. La quasi-totalité des demandes de services, 94%, proviennent de demandeurs d'asile établis dans l'arrondissement. On parle de prestations d'aide sociale, de recherche d'un logement, d'aide alimentaire et de fourniture de vêtements. 2 travailleurs sociaux ont été engagés depuis en raison d'une grande augmentation de la charge de travail. C'est toute une machine, Jean-Humain. Ouais. Ça a donné du travail du fil à retordre aussi. Définitivement. Les gens ont travaillé beaucoup, ont stressé beaucoup. Il y a eu sûr. beaucoup de pression. Et Montréal-Nord, comme l'a expliqué la mairesse, d'année en année, depuis 2010, et à chaque fois que ça arrive, c'est l'arrondissement qui se montre beaucoup plus accueillant, jusqu'à présent en tout cas, par rapport aux Haïtiens qui vivent des situations difficiles assez souvent. Voilà. Okay. François, bonjour. Bonjour Jean-Étienne, bonjour Jean-Humain, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne fin de semaine. Ouais. Même si les nouvelles ne sont pas intéressantes, mais... Bon, quand même. Qu'est-ce que vous voulez? Tu as entendu le... Bonjour François, oui. Il fait chaud, il fait pas beau. Oui, ça se dit bonjour, non? Oui, exactement. Bonjour. Ouais, c'est ça. On a été bien élevés. Alors, tu as entendu le compte-rendu concernant 10-10? Oui, ça a été bien fait. Et puis, encore là, on dit que au fur et à mesure, Indexo fait un travail remarquable parce que Indexo permet aux gens de vivre des choses. Je pense que c'est seulement Indexo qui a pu donner cette information-là ici à Montréal. Absolument, oui. Alors, si on n'est pas dans le domaine, c'est une information qu'on ne va jamais savoir. Ouais. Alors, je félicite Indexo pour ce travail de terrain. C'est vraiment, vraiment important pour les gens de savoir ce qui se passe. Absolument. Et quels sont tes commentaires à propos de cette séance de renvoi en masse, là, samedi dernier? Oui. Alors, j'ai entendu, lorsque vous a demandé
qu'est-ce qui arrive aux gens généralement quand on les convoque à l'agence de services frontaliers. Vous avez raison de penser qu'effectivement, 90% de ces gens-là vont être renvoyés. On va leur proposer une date de renvoi. Et dans certains cas, si jamais la personne a plus d'un an ici au Canada, après avoir fait sa demande d'asile, on peut lui proposer examen des risques avant renvoi. Okay. C'est eux qui vont te proposer ça, ou toi, si tu es au courant, tu peux prendre l'initiative? C'est l'agence seulement qui peut décider ça, ok. Oui. Et maintenant, les conditions sont de plus en plus difficiles. Par exemple, si quelqu'un a désisté, et cette personne-là n'a pas droit à l'ERA. Ça veut dire que l'ERA se fait sur certaines conditions. Alors, ce qui arrive, c'est que pour ces personnes-là, pour la plupart, elles n'ont pas un an, ou bien, et ce sont des gens, pour la plupart, qui étaient venus, qui étaient passés sur la frontière officielle. On les avait refusés, ensuite ils sont allés à Oxane. Alors, la plupart n'ont pas eu droit à l'ERA parce qu'ils n'étaient pas vraiment, ils n'avaient pas rempli les conditions. Alors, c'est pour ça qu'ils sont aussi expéditifs? Oui, parce que, comme on disait dernièrement, c'est que l'opposition est en train de talonner le gouvernement, parce que cette semaine, on a encore une lettre du Parti conservateur qui a écrit le Premier ministre pour lui demander de prendre position, parce qu'on trouve que le pays, c'est ce que Andouché écrit dans sa lettre, il dit que le pays est démigré à l'étranger parce qu'on voit chaque jour des personnes qui arrivent de façon illégale. Alors, il demande au Premier ministre, Justin Trudeau, de prendre position, de dire. Alors, c'est sûr qu'on fait des capital politiques et cela. Évidemment. Mais, oui, on voit que de plus en plus, le gouvernement, il est talonné par l'opposition, par les démocrates et tout. Alors, à ce moment-là, ils prennent position, c'est comme si ils sont passés à une vitesse grand V. Alors, ils vont être expéditifs. Ils ne vont pas, par exemple, moi j'ai vu quelques cas samedi qui sont venus au bureau. La date qu'on leur a proposée, c'est le 29 juillet. 29 juin, vous apportez votre billet. 29 juillet, vous devez être dans l'avion. Wow. Mais attends. Sans considération aucune, et puis c'est ça. Pour les cas qui ont été mis en détention, ce sont des personnes qui représentent un risque de fuite. Normalement, ce matin, ils doivent se présenter à la commission de l'immigration pour voir si on peut les relâcher. Mais pour qu'on puisse les relâcher, le commissaire doit déterminer s'il n'y a pas un risque de fuite. Ça veut dire que est-ce que cette personne-là, si on la laisse partir, est-ce qu'elle sera prête, est-ce qu'elle sera disponible pour vous quitter au moment où on va décider? C'est ça le risque de fuite. Alors, mais dans ce cas-là, ce sont des gens, vous avez entendu, ce sont des gens qui jusqu'à présent vous disent que oui, l'Éternel va les protéger. Oui, il y en a un qui a dit ça, oui. Dans les circonstances, la personne ne comprend rien dans rien. Ça veut dire, apparemment, le passage de la Bible qui dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, apparemment, il n'a pas compris ce passage-là. Ça veut dire qu'on leur donne une date de renvoi. La seule option qu'il reste maintenant, c'est la demande de sursis au renvoi. Okay. La demande de sursis au renvoi se fait avec la Cour fédérale et on accepte 0,01% de cas pour la demande de sursis au renvoi parce que la personne devrait déterminer est-ce qu'il y a une personne qui l'accompagne, est-ce que elle qui s'en va de son pays, est-ce qu'elle fait face à une maladie grave qui peut entraîner la mort. Donc, le sursis, comme c'est dit François, c'est que c'est pas fini. C'est juste qu'on te donne un deadline beaucoup plus large, mais tu vas partir définitivement, c'est ça? Mais oui, tu vas quitter définitivement. Dès qu'on te donne la date, la seule façon de ne pas y aller, c'est la demande de sursis au renvoi, ou bien avec la Cour fédérale, ou bien la personne se présente chez son député, et puis si jamais il décide, mais en général, les députés vont dire en fait, François, ce que j'aimerais comprendre, la demande de sursis, je sais que c'est difficile qu'on l'accepte. Imaginons que quelqu'un, on l'accepte pour lui. Ça veut dire quoi concrètement? Il va rester
définitivement ou il a juste un autre deadline pour rester? Il a beaucoup plus de jours. Il va faire une demande de résidence sur considération humanitaire. Okay. Ça veut dire qu'il a beaucoup de chances de rester une fois qu'on a la nécessité, à moins que la situation ait changé. Oui. Mais une chose vraiment que je n'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui explique les erreurs administratives dans cette dossier? L'erreur est humaine, ça arrive souvent, et puis immédiatement qu'on voit ça, et puis on va dire à la personne de retourner. Ça veut dire que ça arrive souvent, et puis ce n'est pas un problème. Une fois que l'agent constate que la personne n'a pas encore eu d'audience, ça veut dire que automatiquement on enlève la personne de la liste. Okay. Imaginez, on travaille sur des milliers de cas. Des milliers de cas. Mais François, qu'est-ce qui pourrait arriver avec quelqu'un qui décide de se fondre dans la nature? Bon, la personne n'a pas beaucoup d'avenir. Mais elle n'a pas d'avenir du tout. Parce qu'elle doit travailler définitivement incognito, c'est-à-dire elle travaille, elle ne peut pas avoir... Au noir. Oui, au noir. Elle ne peut plus avoir de permis de travail. Elle ne peut pas se présenter à un bureau si elle est malade. Il y a des risques, par exemple, pour elle. Pour la santé, pour l'avenir. Oui, et une fois qu'on retrouve cette personne-là, immédiatement, on va l'arrêter et on va l'expulser. La mesure de renvoi devient une mesure d'expulsion et elle ne pourra jamais retourner ici au Canada, oui. Oui. Alors, ça veut dire que c'est ça... Donc, c'est conseillé de partir de son propre gré au lieu de se fondre dans la nature. Mais oui, c'est ce que la loi prévoit. Ça veut dire qu'il faut que la personne quitte. Mais ce qui arrive, c'est que ça met en lumière notre position de la société d'accueil comme communauté, comme haïtien. Ça veut dire que regardez ce qui se fait. Maintenant, les gens m'appellent pour me dire, oui, on doit organiser des manifestations. Moi, je leur dis, lorsque les Italiens, les Juifs, ils veulent régler quelque chose, ils ne sont pas dans les rues pour manifester. Ils ont déjà établi des contacts et des communications avec tous les paliers du gouvernement. Ils savent à qui s'adresser pour résoudre cette situation-là. Depuis le début, on avait dit ça parce qu'on avait vu venir ces choses-là. Parce que regardez, on a près de 50 000 personnes qui sont arrivées. De la communauté, on peut avoir presque près de 20 000. On sait qu'au niveau de la commission de l'immigration, c'est à peu près 10% qui vont être acceptés. Alors, quel a été le plan de match? Quelle a été la solution envisagée pour les 80% de ces personnes-là? Mais non, on n'avait rien prévu. Aujourd'hui, que ça rattrape les personnes, et puis maintenant c'est très dur pour des parents, pour des enfants qui sont déjà dans le système, et maintenant on va leur demander de quitter. C'est extrêmement compliqué, mais on n'avait rien prévu. Ok, François, est-ce que tu aurais des chiffres par exemple? On sait qu'on a plus d'une centaine qui ont été convoqués. Ça représente quoi par rapport aux gens qui les dernières vagues qu'on a eues de demandeurs ici? Et les 100 personnes, c'est surtout les gens qui ont eu des demandes d'ERA qui ont été refusées et quelques cas de demandeurs d'asile qui ont déjà eu leur audience. En général, on dit que c'est ce que la commission de l'immigration dit, c'est à peu près 5 à 10% de cas des dernières vagues qui ont été traités. Ça veut dire que là, on parle seulement des gens qui sont venus de façon inappropriée. Je ne peux pas dire légal. Ça veut dire qu'ils devaient passer par la route de Roxane, qui sont passés par la frontière, on les a refusés et après ils ont su qu'ils devaient passer par la route de Roxane. Alors, ils sont venus. Là, ils n'ont pas fait de demande d'asile parce qu'on a refusé leur demande d'asile depuis le début. Alors, maintenant, ils ont fait une demande d'ERA. Allô? Vous comprenez? Oui, tout à fait, François. Ils ont fait une demande d'ERA. Mais la grande vague de personnes qui sont arrivées pour faire des demandes d'asile sont encore ici et leurs demandes n'ont pas encore été traitées. Parce que la plupart de ces gens-là, on a reporté leur rendez-vous, François, oui? Oui, c'est ça. C'était le 1er juin. La plupart ont pris leur demande leur audience reportée. Alors, dans 3 mois, 6 mois, si effectivement le gouvernement recrute
64 commissaires. Lorsqu'on aura les audiences, maintenant, c'est pas seulement 100 qu'on va convoquer. On va convoquer plus presque 300, 400, 500 et par jour. Parce que, et comme on a dit dans le reportage, 10 du territoire ne reçoit plus les cadres d'immigration, les cadres de demandeurs d'asile. On est allé à Saint-Jacques. Maintenant, tout le building est réservé à l'agence de services hospitaliers. Oui. Ok. Absolument. Bon, voilà. Merci beaucoup, François, de ces éclaircissements. Ça s'ajoute au compte-rendu qu'on a écouté à propos de ce qui s'est passé samedi dernier. Oui. Merci encore, François. Je rappelle que François Jean-Denis dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration depuis une quinzaine d'années. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran si vous nous suivez sur Facebook, évidemment. Vous nous écoutez de là et vous écoutez Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, à l'heure du magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto. C'est la pause, Jean-Étienne. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Maman chérie, comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, maman chérie, pour jouer un produit alimentaire pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non ma chérie, bon a fait transfert, nourriture, fait l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Ma chérie, bon qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin pour force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. – 7h34, 102.3 FM, Radio Centre-Ville, le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto.ca. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube également un peu plus tard. Et il y a de plus en plus de gens qui nous suivent là, en direct sur Facebook et qui vont nous suivre toute la journée. Bonjour à tous.
En Haïti, on sait qu'il y a un 5e rapport par rapport au salaire des ouvriers, Jean-Huma. Oui, un rapport qui est arrivé très en retard par rapport au dépôt de la loi sur le budget. Normalement, ça devrait être déposé, ça devrait être réalisé et rendu public 3 mois à l'avance. Bon, bref, c'est pas le sujet de l'intervention ce matin, mais le rapport est sorti finalement. Vous savez, les ouvriers demandent 1000 gourdes de salaire minimum par jour. Et justement, en sortant son 5e rapport, le CSS, le Conseil supérieur des salaires, appelle les ouvriers, les manifestants au calme, les syndicalistes au calme. On ne connaît pas encore quel montant le CSS va proposer à l'État haïtien d'adopter, mais déjà, le CSS appelle ces gens-là à se calmer puisque le rapport est sorti et il y aurait de bonnes nouvelles pour eux. Est-ce que ça va être 1000 gourdes? Parce que la dernière fois, Jovenel Moïse avait autorisé une augmentation de 15 gourdes seulement sur le salaire minimum et les ouvriers réclament en totalité 1000 gourdes. Et il y a le porte-parole des ouvriers syndiqués, justement, Télémac Pierre, qui dit c'est arrivé un peu trop tard. De toute façon, il maintient les mots d'ordre de mobilisation et de manifestation dans la rue. Ils veulent prendre une pause pour l'instant afin de permettre aux étudiants de baccalauréat, aux élèves de baccalauréat d'aller subir leur examen. Et c'est tout, mais après quoi, ils vont refouler le macadam, écoutant Télémac Pierre. Ça a déjà fait un an, il a supposé faire 5e rapport à sortir, et nous ne pouvons pas dire ça au réglé. Il a venu, il a dit, pas de violence qui fait, ou pas de... Je ne peux pas seulement comprendre ça, peut-être que je ne peux pas comprendre l'attribution qui est pour faire, c'est la loi qui présente son CSS, qui est là pour évaluer l'indice macroéconomique. C'est une question pas ni de la ménagère pour qu'ils fassent un rapport. Si nous sommes là pour faire un rapport, nous sommes décidé l'indice macroéconomique pour faire un rapport. Nous sommes pas rentrer dans la question des actes de violence ou pas actes de violence, nous ne savons pas si ça a servi et que il y a une opposition partisane. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas entendre respecter l'appel ça que CSS en fait nous. Non, nous ne parlons pas ça CSS ça fait parce que raison. Si CSS la lutte on n'est pas exemple, il a supposé consulter. Nous avons dit que on a consulté nous. Nous ne sommes pas une personne qui consulte nous et puis nous-mêmes nous avancé dans le cadre de mobilisation que nous avons pour le faire. C'est bien une situation qui fait malheureusement le syndicat qui a lancé 3-4 journées de mobilisation, pas de trop de capacité pour cette mobilisation, c'est une situation quand même. Semaine ça, nous quittons ouvrir au travail. Semaine prochaine, c'est examen silo et nous pas ensemble à faire perturbation pour faire ces petits ouvriers capables de faire et examen. Nous avons un calendrier de mobilisation que nous parlons. Et justement, le syndicat des travailleurs réagit aussi par rapport à ça. La centrale des travailleurs haïtiens qui réagit par rapport à ça, c'est un peu dans le même sens que M. Télémac, M. Pierre, Télémac Pierre, justement, qui dit, ben, écoutez, le CSS, là, ça fait longtemps que vous devriez faire ça, et qui c'est un autre secteur qui maintient encore cette logique de mobilisation dans la rue afin de forcer le gouvernement ainsi que le Conseil supérieur des salaires à fixer le salaire minimum à 1000 gourdes. Écoutons Fignolet Sincère. C'est très malvenu. Ça le fait que CSS n'est pas une façon de rôle. CSS est même bien pour réguler, les gars dit les mêmes là, le travail de CSS pas bien pour passer personne au l'autre. Madame dans le Nord, l'a préparé pour voir des protestations au cours de cette semaine pour en fait demander application de décision gouvernementale pour sécession abattement. C'est nous pour qu'on est-ce qu'il a fait mouvement, est-ce qu'il n'a pas fait mouvement, c'est pas bien pour demander ça. Nous croyons que c'est Paul Rowley. Moi, je crois que les représentants syndicaux peut-être pas comprendre Rowley à l'intérieur du CSS, et peut-être c'est ça qui fait quitter CSS Ménéo. Donc, nous-mêmes, c'est ça concerné eux-mêmes, ça va concerner le mouvement ouvrier ou bien la CAF. Nous-mêmes, nous fait nous en tant que syndicat. Donc, c'est vrai, nous sommes pour la négociation, mais c'est pas CSS qui peut dicter nous quoi que ce soit parce que nous sommes allés dans le pied de table CSS. Donc, CSS, lui-même, en tant qu'organe des régulateurs, il va faire pour ma partie, il va fait pour réguler en fonction
de sa loi 2009 la bali. Donc, il même la extrapolé, donc, c'est un mauvais bagage. Il faut que vous rappelez des parlements, il faut que vous même vous faites la voyons comme ça doit, c'est ça, la loi météo. C'est ça que j'ai dit pour le président moment, avec vision de... En attendant de voir ce que ça va donner pour le salaire, la spoliation fait rage à Port-au-Prince. Oui, en Haïti, hein, à travers le pays, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que des intrus débarquent sur leur lopin de terre pour construire des baraques, des maisons, ou qui perdent leur... Il y a même un bureau de doléances pour des Haïtiens qui vivent à l'étranger et puis qui possèdent des propriétés en Haïti. D'ailleurs, on aura... Ça ne date pas d'hier. Hein? Ouais, ça ne date pas d'hier. Il y a même un bureau de ça. C'est un Québécois d'origine haïtienne qui dirige ça, qui est en Haïti. Vladimir Létang, on aura à lui parler d'ailleurs de ça pour apporter plus de précision. Mais ce qui s'est passé la semaine passée, Jean Etium, c'est que il y a plusieurs paliers du gouvernement, que ce soit le commissaire du gouvernement, la police, vraiment beaucoup de paliers du gouvernement qui sont allés à Kinskov sur le domaine, un domaine qui appartient à la famille Wynne depuis des générations et qui est devenu une réserve écologique. Ça s'étend sur des dizaines d'hectares de terre à Kinskov. Et il y a des gens qui arrivent justement dans cette réserve écologique et qui commencent à vraiment mettre des arbustes, toute la réserve à terre pour construire des baraques. Et la police a dû intervenir, tout le gouvernement, la police, la justice, et la famille Wynne, tout le monde est intervenu pour aller régler cette question-là. Écoutons un reportage très intéressant de Lovely Stanley Numa. Malheureusement, nous n'avons personne monde. Donc, il y a deux petits cas, nous casser tous les deux. Parce que la autorisation mairie, puis on mettait en un sous terrain ça, et magistrat là. Donc, c'est un dossier à suivre de très près. Il faut que ça suspende. On a protégé l'intérêt tout le monde, qu'on soit qu'on l'autre niveau. L'État doit garantir bien pour le monde, pas venir prendre bien. Faut que ça suspende. Le commissaire du gouvernement, maître Clamé Oknam Dameus, a fait savoir pour sa part que tout spoliateur cherchant à déposséder quelqu'un de son terrain sera appréhendé et puni conformément aux prescrits de la loi régissant la matière. Je vais mettre mandat sous quel que soit moun dans la semaine qui venir, on a green mark et m'a demandé seulement. Policiers, on a goûté prêter serment pour servir la population protéger. L'aime bail mandat, tout le monde qui va exécuter, m'a dénoncé moun qui va exécuter là. Quel que soit niveau moun nan, quel que soit le pouvoir qu'il y a, pas besoin de dire pour policiers. Policiers c'est des moun qui soumis, c'est à vos autres que oui. Donc si on côté, c'est ou bien son gros chef, n'est qui n'a pouvoir l'État, n'est qui n'a pouvoir judiciaire, n'est que pouvoir exécutif qui mène yo, laisse ça arrêter et n'est qui mène yo et policiers qui acceptent venir ba la sécurité. Pour le délégué départemental de l'Ouest, Joseph Pierre-Richard Duplan, cette opération menée conjointement par plusieurs entités étatiques montre clairement que le gouvernement s'implique à fond dans la lutte contre la spoliation foncière en Haïti. C'est bien regrettable que nous ne pouvons pas nous marier. Parce que là, nous devons pour toute action. Nous devons voyer wash, nous devons monter sur le terrain, nous devons du terrain pour nous, nous devons marier depuis ces gens qui là. Et comme le gouvernement expliqué là, nous devons qui est souillé, dans qui pouvoir attaché, de gauche, de droite, gouvernement en place, gouvernement passé, n'importe qui moun qui dans le mouvement volontaire ça. Côté de Parlement, côté de Parlement, n'a marié quand même. Parce que faut bagage ça fini. Si c'est pas commissaire gouvernement, parce que moi déjà, bah, magistrat appuie, que m'a venu là souvent, délégué à marier soutenir ça comme et m'ta pensé que si on a papier à la justice. Le maire adjoint de Kinskov, Corélus François, de son côté, a applaudi des deux mains cette initiative et exhorté l'État haïtien à renforcer le commissariat et la mairie de la zone afin qu'ils soient en mesure de mettre les bandits hors d'état de nuire. Vous voulez vos messages par l'État. Nous commencer, nous pas de travailler là. Kinskov vient bon l'autre niveau, pas connait ça qui passe si position Kinskov bon air qui gagne, tout le monde envie vient prendre. Et là vient prendre, il vient prendre d'une manière illégale. Moi c'est que l'État a besoin de renforcer capacité commissariat Kinskov là au niveau du tribunal de paix à tout. Dans pile bandit qui a opéré au niveau de commune dans ces derniers jours. Que l'État a gardé ensemble avec autorités locales, ensemble avec députés et magistrats Azek pour nous garder comment nous sommes capables de renforcer la capacité policière au niveau de Kinskov. Les spoliateurs en question se sont mis à vendre illégalement des portions de terre appartenant à la réserve écologique de Kinskov. Traduits en justice par la famille Wynne, aucun d'entre eux ne s'est présenté au tribunal. Mélissa Dey est l'une des petits-enfants de Victor Wynne,
propriétaire de Windfarm. Yo menacé famille, yo menacé moun qui travaille avec nous dans réserve écologique là. Yo menacé gardien nous là depuis des années. Yo dit ouais boule Kylie, calé cheval. En 2003, yo noyé 2 chevals. Yo tranglé yo lagué dans réservoir nous. Ça fait 3 semaines, yo tué un autre cheval. Koulia là, nous gon cheval, tout coule blessé, toute figure blessée c'est atelier là. Tellement yo calé cheval ça. Et c'est chaque fois que gon vente de terrain, gon opération qu'a fait, c'est tactique. Mais kounya là, ça qui vraiment fait nous révolter, c'est que yo commencé à venir construire dans mi-temps pied bois yo. Nous avons des forêts sous l'autre bord de Pinus occidentalis, ça c'est pied bois endémique pays. La réserve écologique Windfarm existe depuis 1956 dans la première section communale de Kinskov. Elle occupe près de 10 carreaux de terre. Considérée comme un patrimoine écologique ouvert à tout le monde, elle reçoit chaque année des centaines d'écoliers et d'étudiants ainsi que des spécialistes et des chercheurs venus de partout. Voilà. Ouais, justice toujours, cette fois pour parler du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Effectivement. Vous vous souvenez qu'on vous parlait de la fin de mandat de Dilia Lemaire. Oui, depuis la semaine dernière, on en a parlé. Ouais. Et René Douville, le protecteur du citoyen, avait expliqué le processus d'élection et de nomination, de choix de la personne qui devrait remplacer Madame Lemaire. C'est Justice et Paix qui était responsable de l'organisation des élections. L'élection a été organisée, 3 personnes ont été élues, mais l'OPC devait choisir une de ces personnes. Absolument. C'était ça le processus. Mais il y a des avocats très impliqués dans la question des droits humains parce que cette personne-là doit représenter le secteur des droits humains au CSPJ. Il y a des avocats, vous vous souvenez, on l'avait diffusé ici aussi, qui ont dit « Ah non, le processus n'était pas clair, il y a eu de la magouille, il y a eu ci, il y a eu ça. » René Edouville, le protecteur des citoyens, est revenu à la charge pour dire « Non, ça a été clair, et il n'y a pas eu de magouille selon René Edouville. » Depuis 4 avril jusqu'au 8 juin, l'élection a été faite, OPC, pas bail, Commission justice et paix, aucun moyen pour mener le processus là. Aucun moyen économique, aucun moyen financier. Même nos feuilles papier, nous pas fait au cadeau. Donc nous pas financer pour mener le processus là. Et élection ça pourra le faire le 8 juin dans un hôtel dans Port-au-Prince, Ritzinam. Jusqu'à date, nous-mêmes, nous pas supporter financièrement la commission justice et paix. C'est bien dommage, c'est très regrettable pour que, selon des informations qui t'ont circulé, pour t'as fait croire que la commission justice et paix t'a reçu quoi comme de X de gouvernement pour mener question ça. Nous pensons que c'est méchant et c'est aller trop loin. Et nous tenons aussi à préciser que le processus ça, il était inclusif, il était démocratique et il était fait en toute transparence. Le 8 juin, l'élection s'est faite et il vient arriver à la désignation de 3 personnalités. D'abord, M. Chenet Jean-Baptiste, qui a obtenu 12 voix, M. Sonel Jean-François, qui a obtenu 8 voix, et Mme Marie-France Joachim, qui a obtenu 7 voix. Selon la loi qui définit au niveau de commission, au niveau de CSPJ, le protecteur du citoyen, il vient pour désigner ce 3 noms que a pour Bali. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72-34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514-273-5666, New York, au 182-17 Jamaïca Avenue, 718-454-1436. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc,
beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantis et puis, moun ba besoin compte affaires. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Maman chérie, comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vendent. Bon marché, chérie, pour jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non ma chérie, bon, a fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Ma chérie, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à goût. L'aime baiser bon force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514-493-9745. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, on arrive à la fin de cette émission pratiquement. On doit glisser 2 petits mots de commentaires avant de partir, Jean-Hubert. Oui, et puis on doit surtout souligner que le week-end était chargé en activité. Il y avait la projection de TPS, oui. Ce film documentaire de Valérie Numa, qui est très bon, que j'ai vu d'ailleurs. Des témoignages poignants. Ça a été un travail colossal de parler à tout ce beau monde-là. Il y avait Wyclef Jean là-dedans, enfin...
vraiment énormément de gens qui ont témoigné. Farah Larieux, que je trouve assez courageuse là-dedans, son histoire est très, très poignante aussi. Il y avait une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre de commerce haïtiano-canadienne qui était ici, qui a rencontré des Haïtiens, qui cherchent à convaincre des Haïtiens à aller là-bas, en Haïti, pour aller investir. Il y avait beaucoup d'activités à Montréal cette fin de semaine. Et il y avait surtout plus d'une centaine d'Haïtiens qui étaient convoqués au 10-10 Saint-Antoine pour leur demander de partir en majorité. Mais tu sais, j'aimerais prendre cette occasion vraiment pour encourager nos frères haïtiens à faire les choses, je dirais, comme ça doit, dans le sens où c'est pas facile, c'est très difficile de se retrouver dans une situation comme ça quand on sait qu'il y a plein d'entre eux qui viennent de Brésil, qui font tout un parcours. Maintenant, tu étais aux États-Unis avec... Il y en a, comme tu l'as dit, qui avaient ce qu'on appelle le TPS aux États-Unis. Maintenant, qui se retrouvent vraiment à la porte de sortir définitivement. Comment on dit ça en chinois chez nous? Tu prends tes jambes à tes coups à cause de la pluie, mais tu tombes dans un bassin. Voilà, c'est ça. Ou pour la pluie ou tomber dans la rivière. Tout simplement. Et le pire, c'est que vraiment, c'est des choses qu'on pouvait éviter, dans le sens, si on avait les bonnes informations, on était partir chercher une petite consultation. Mais on allait prendre les bonnes décisions. Peut-être qu'on ne se retrouvait pas dans cette situation-là. Donc, le résumé de l'affaire, c'est que j'encourage vraiment chaque Haïtien. Dans des cas comme ça, c'est pas facile. Renseignez-vous. Trouvez-vous les bonnes informations. Mais il y en a qui évitent, qui hésitent et qui refusent de parler de leur situation parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont honte. C'est très culturel, en fait. Mais vous ne devriez pas, en fait. Vous ne devriez pas. Parce que c'est en parlant, en expliquant vos situations que quelqu'un qui a passé par là va vous dire voilà ce qu'il fallait exister. Exactement. Imagine qu'il fallait juste passer par Oxane, maintenant tu passes par les frontières, ça fait toute la différence. Tu te retrouves vraiment... Et tu n'as pas le temps pour te préparer, préparer ton audience, ton plan pour réussir à t'établir. Vraiment, c'est trop compliqué et c'est culturel chez nous d'éviter de m'pavle moun qu'on a fait du genre. Non, vous n'êtes pas dans une situation à vous dire ça là aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Donc, c'est l'heure de partir, Jean Numa. On vous retrouve demain, mesdames et messieurs, pour une autre édition. Merci beaucoup d'avoir suivi. Merci. À bientôt.